Bien, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Midi Minatech. Eh bien, écoutez, déjà, je vais vous annoncer pour le prochain. Alors, ce ne sera pas tout de suite, ce sera le 18 novembre, tout simplement parce que la semaine prochaine, c'est les vacances. Après, on a le 1er novembre, le 11 novembre. Bon, voilà. Donc, on se retrouve le 18 novembre et on va commencer une première série, donc une première présentation d'une série de trois Midi Minatech qui vont s'inscrire dans le cadre de l'anniversaire des 15 ans de l'Institut Carnot Énergie du futur. Et à cette occasion, ce sera 3 conférences, bien sûr, liées à l'énergie. Et la première sera une conférence qui sera donnée par Jacques Percebois, économiste de l'énergie et professeur émérite à l'Université de Montpellier. Et il nous propose donc une réflexion qui va nous permettre d'essayer de comprendre ou de répondre à la question pourquoi le prix de l'électricité s'envole aujourd'hui en même temps que celui du gaz. Et également de savoir, enfin avoir quelques éléments pour savoir si le bouclier tarifaire mis en place en France peut être une solution pérenne. Donc c'est un économiste et c'est de ce point de vue-là, il a fait une analyse et il nous propose de partager avec nous son analyse. C'est un sujet d'actualité comme vous le voyez. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 personnes qui vont faire, donc on va avoir un Midi Minatech en 2 temps. Un Midi Minatech qui s'inscrit dans le cadre de Experimenta, le salon Experimenta, que j'espère que vous avez déjà eu l'occasion d'aller aux différents événements qui sont organisés dans ce cadre. Et aujourd'hui, nous allons avoir une intervention de Renaud Chabrier, qui est auteur et réalisateur, mais aussi chercheur et enseignant à l'École Polytechnique. Et il nous propose de nous poser la question entre 2D et 3D, qu'est-ce que c'est que l'immersion, qu'est-ce que le dessin nous dit de l'immersion. Et donc, après son intervention, nous aurons une intervention de Christophe Guillermet, qui est un artiste et qui nous propose une œuvre destin dans laquelle il anime une gravure de Otto Nuckel. Donc, je donne la parole tout de suite à Renaud Chabrier. Excusez-nous pour le petit retard que nous avons. Renaud Chabrier, la parole est à vous. Ça fonctionne? Voilà. Ça y est, ça fonctionne. Bonjour, donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Il y a une classe qui arrive. Bien. Bonjour, bienvenue. Pour me présenter brièvement, je suis donc réalisateur. J'ai une formation scientifique au départ et très très vite, je me suis intéressé à la place du dessin dans les sciences. Et toute ma présentation, en fait, enfin, je me suis rendu compte grâce à cette invitation que parler de l'immersion, finalement, c'était un thème idéal pour appréhender la place du dessin dans la transmission des sciences à travers la question de la représentation de l'espace. Donc, alors, quand on a un peu préparé la conférence, vous m'avez demandé de préciser un petit peu ce que c'est l'immersion. Alors, l'immersion, justement, c'est difficile à définir aujourd'hui. Bon, c'est un mot qu'on entend énormément. On risque d'en entendre encore plus parler l'année prochaine, parce qu'il va y avoir beaucoup d'appels à projets sur ce thème-là. Et c'est aussi un mot que tout le monde commence à essayer de récupérer, à tel point qu'on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Alors, pour démarrer, ce qui peut être bien, c'est qu'est-ce qu'on attend? Essayez déjà de cerner qu'est-ce qu'on attend de l'immersion aujourd'hui. Eh bien, pour l'illustrer, je vous montre une image, c'est un dessin que j'ai fait il y a très très peu de temps pour un court-métrage sur une peinture rupestre qui a été trouvée en forêt de Fontainebleau. Et ici, vous voyez une scène, c'est une grotte qui a été occupée à plusieurs époques. Et ici, c'est au néolithique. Et ben, jusqu'à récemment, quand il fallait représenter une scène ancienne, il n'y avait pas le choix, il fallait la dessiner. Maintenant, il existe, comme vous le savez tous, des systèmes de réalité virtuelle. Et donc, la promesse de la réalité virtuelle, c'est que dans ces reconstitutions, vous allez pouvoir vous immerger.
vous remarquez que je ne montre pas de la 3D, hein. Je montre la promesse. Donc, je le fais à partir de dessins. Et vous allez pouvoir éventuellement être au milieu de la scène, assister à ce qui se passe, voire incarner une femme ou un homme, en l'occurrence du Mésolithique. Donc, on va réfléchir aujourd'hui à tout ce que je vais vous donner. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus tard, plus concrets d'installations de ce type-là. Mais déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que les systèmes de réalité virtuelle avec le casque, ils ne datent pas d'hier, ils commencent à fonctionner vraiment bien maintenant. Mais dans les années 90, il y avait déjà des systèmes qui avaient été développés. Et à la même époque, il y avait un autre système qui n'utilisait pas de casque, parce que ce n'était pas encore du tout au point, qui s'appelait le cave comme grotte, et qui fonctionnait plutôt à partir de vidéoprojections sur les murs. Et là, on commence à se dire, non, mais vraiment, ça parle de grotte, on retrouve tout le temps cette histoire d'homme des cavernes, en quelque sorte. Alors, je pourrais vous faire tout un laïus sur Platon et le mythe de la caverne, mais je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que là, en 20 minutes, c'est impossible. Simplement, c'est intéressant de se poser la question de ce qui s'est passé à l'époque des cavernes, comment on a commencer à être capable de représenter l'espace. Et ensuite, on verra qu'est-ce qu'on en fait maintenant. Donc, dans la présentation, là, je vais d'abord aborder cette question de représentation de l'espace. Ensuite, on passera en revue les dispositifs immersifs, en commençant par l'effet d'immersion, simplement. Et ensuite, en regardant qu'est-ce que ça signifie l'immersion au sens strict, puis comment le sens s'est étendu jusqu'à embrasser vraiment beaucoup de choses. Et après, je parlerai plutôt de la place du dessin dans tout ça. Alors, est-ce que la vidéo démarre? Si on s'intéresse au dessin du Paléolithique, il y a 30 000 ans, alors là, c'est Lascaux, c'est un peu plus récent, pardon, on s'aperçoit que la représentation de l'espace, elle est là dès le départ. C'est-à-dire que les animaux que vous voyez ici représentés, et que j'ai animés pour qu'on les voit mieux, pour que ça soit plus évident, ils ne sont pas dessinés seulement comme des silhouettes. Ce n'est pas des schémas, ce n'est pas plat. Alors, parfois, il y en a qui sont les uns derrière les autres. Et si on s'intéresse un petit peu plus en détail à la façon dont ils sont dessinés, on voit qu'il y a des effets de profondeur, comme ça, vous voyez ce qu'on pourrait appeler des effets de perspective. Il y a des choses assez subtiles, comme ce bison-là, qui se tourne légèrement. Ça, c'est dans le dessin. Je ne l'ai pas inventé, j'ai juste prolongé avec le mouvement. Et finalement, on s'aperçoit que dès le départ, le dessin n'est pas plat, n'est pas schématique. Alors, je vais couper ici. La représentation de l'espace a fluctué avec les époques. Oups, pardon. Si on s'intéresse, par exemple, à l'époque égyptienne, est-ce que le film a démarré? Pourquoi ça ne démarre pas? Ah, ça c'est le pointeur. Bon, ce n'est pas très important parce que là, il n'y a pas vraiment besoin de mouvement. Si vous inventez les mouvements qu'on peut faire avec ça, vous verrez qu'on a des mouvements plutôt dans le plan. C'est connu. Par contre, à l'époque de Pompéi, on a une capacité de représenter l'espace avec des mouvements en profondeur qui est déjà bien... Voilà. Par exemple, comme vous pouvez voir ici, cette capacité de représenter les corps en profondeur leur permet d'avoir une beaucoup plus grande variété d'attitudes. Donc, ça dépend un peu des civilisations. Il y en a qui mettent plus en valeur la platitude, d'autres le rabattement sur le plan, d'autres plus en valeur la profondeur. Mais la maîtrise de la représentation de l'espace, elle est principalement associée à la Renaissance. Et on se voit dans cette étude de mouvement d'eau par Léonard de Vinci, à quel point
le dessin l'aide à focaliser son attention sur un sujet et on serait tenté de dire à s'immerger dans un sujet. Parce que là, pour arriver à percevoir et à se placer à l'intérieur de tous ces courants d'eau, oui, on est à l'extérieur, mais pour dessiner ça, il faut déjà se mettre à l'intérieur. Donc, cette façon de dessiner, cette capacité de faire des traits qui représentent l'espace dans toutes les directions, elle a un rôle décisif. Et on la retrouve dans des études, toujours par Léonard de Vinci, des études d'animaux. Et ces études, elles ont un rôle. Je ne sais pas pourquoi mes animations ne démarrent pas, ce n'est pas très grave. Ce qu'on peut noter dans ce type d'études, qui est très très courante à l'époque, c'est que chaque animal ou petit groupe d'animaux possède une spatialité. Et cette spatialité peut se connecter avec celle des autres. Alors, si on compare ça maintenant avec un autre type de composition développée à la même époque, justement, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a une grande différence entre les deux. Cette grande différence, c'est que à gauche, enfin, pardon, à droite, à ma gauche, le peintre, mais qui était un dessinateur à la base, tout ça repose sur un dessin, a déterminé un point de vue. C'est ce que vous voyez depuis un certain point de vue. Tandis que là, il n'y a pas de point de vue. Et ça a pas mal d'implications. Si on examine ce qu'on fait en absence de point de vue, on voit énormément d'études, beaucoup de travail d'imagination, comme chez Jérôme Bosch, et ça rentre aussi en correspondance avec des choses qui ont été faites en Orient, typiquement au Japon, avec les planches de Kusai, et cette façon de composer l'espace qui est typique de la peinture chinoise. Ne pas placer un point de vue, ça veut dire plus de liberté dans la façon de se placer par rapport aux choses. Ça veut dire travailler à un niveau d'abstraction différent. Et ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de comparer les corps entre eux. Donc, c'est pour ça que ce type de composition a eu beaucoup d'importance dans le développement du dessin scientifique, jusqu'à la fin du 19e siècle, avec École qui est très en vogue aujourd'hui, qui revient très en vogue aujourd'hui. Alors, de l'autre côté, la perspective qui a été développée par les mêmes personnes, hein, c'est vraiment important de le comprendre, c'est les mêmes personnes qui maîtrisaient les deux. Mais la perspective centrale était quand même avant tout une astuce de scénographe. On plante un clou au fond de la scène, on tire des cordes, on fait quelques lignes et hop, on a un décor comme celui que vous voyez ici, un décor de ville. Alors ça a été beaucoup développé ensuite au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe pour les décors d'opéra. Les opéras qui sont un peu l'équivalent des blockbusters aujourd'hui. Il faut vraiment se replacer dans le contexte de l'époque, et c'est pas très étonnant, ça c'est mon interprétation historique, c'est pas très étonnant que les peintures un peu spectaculaires comme celle très célèbre de Claude Gelée ici, enfin c'est pas très étonnant que les commanditaires des peintures aient fini par demander aux peintres de faire des choses qui ressemblaient à des décors d'opéra. Voilà, c'est un bain culturel, et qui a pris énormément d'importance, encore plus d'importance au XIXe siècle, avec l'académisme, ce qu'on appelle l'académisme, où toute peinture devait être faite selon ces règles-là. Alors, comment on peut comprendre cette histoire? Eh bien, grâce à la géométrie, qui nous permet de savoir qu'il y a plusieurs types de transformations. Et je vais passer très rapidement là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que ces transformations qu'on sait différencier, on a tendance aujourd'hui à les assimiler à 2D, certaines, celles qui seraient comme ça, ou à 3D, celles qui, à partir d'une vue en plan, vous rabattent et créent des lignes de fuite. Or, c'est pas vraiment comme ça que le problème se pose. En fait, les transformations, elles sont encapsulées les unes dans les autres. Et du coup, vous avez ce qu'on appelle les transformations affines,
qui joue un rôle énorme en animation. Et si vous rajoutez là-dessus ces transformations qui créent des points de fuite, vous avez ce qu'on appelle les transformations projectives. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La première chose, c'est de noter que les deux ne sont pas incompatibles. On peut avoir une partie d'une composition faite avec avec une règle et l'autre faite avec un point de fuite, sans point de vue, et l'autre avec point de vue. Mais l'important derrière ça, c'est qu'on peut définir ce qu'on appelle des géométries, c'est-à-dire des ensembles de transformations sans point de vue, et une géométrie qui se rajoute par-dessus avec un point de vue. Et c'est déjà plus fort que la notion de composition. Et ça veut dire qu'on peut travailler avec et éventuellement faire des algorithmes si on veut. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Là, les images de synthèse ont tendance à être très immersives, parce qu'en plus, on prend souvent des caméras qui ont un angle trop ouvert. Et en transmission des sciences, en général, très souvent, on a besoin de faire des choses qu'on serait tenté de dire non immersifs, parce que justement, il y a besoin de pouvoir prendre un peu plus de distance. Alors, pourquoi on n'y comprend plus rien aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, il y a eu deux révolutions. La première révolution, c'est la photographie, qui a remis en cause beaucoup de choses qui étaient basées sur le dessin avant, et qui a aussi posé des contraintes qui font qu'on a tendance à devoir rabattre les données sur un plan pour les interpréter. La deuxième révolution, c'est celle des images de synthèse. Et alors là, avec l'arrivée de l'informatique, on a maintenant des méthodes automatiques de création d'images en 3D et des méthodes automatiques de création d'images en 2D. Et le dessin est toujours là, mais on ne sait plus très bien où il se place. Donc, dans les dispositifs immersifs qu'on a aujourd'hui, on peut se dire que déjà, on peut avoir des effets d'immersion sans avoir besoin de technologie. C'est ce qu'on fait typiquement dans les livres pour enfants comme celui-là, pour vous plonger dans une histoire d'anatomie. On peut faire de la réalité augmentée, en quelque sorte, tout simplement en montrant la correspondance d'un squelette avec son corps. Et en restant tout à fait low-tech, on peut faire des ateliers comme ça qui sont extrêmement efficaces. Maintenant, si on veut obtenir un effet d'immersion... Pardon, pourquoi il ne démarre pas? Alors, j'aurais voulu vous montrer un bel effet d'immersion, mais ce n'est pas grave, je vais le zapper. On va tout de suite attaquer avec l'immersion au sens strict, parce que je vous ai préparé là. Si on revient à cette présentation, à ce que je disais au départ, la promesse de l'immersion, c'est de vous plonger dans le monde, dans un autre monde. Alors là, c'est une installation qui a été créée par Camille Duvet, une installation en réalité virtuelle qui a été créée par Camille Duvet-Leroy, qui a beaucoup de succès en ce moment. Et elle fonctionne pas avec des dessins, elle fonctionne avec des images de synthèse. Donc pour comprendre ce qu'il y a derrière, il faut comprendre comment fonctionnent les images de synthèse. Et je vous ai fait quelques petits croquis pour expliquer ça, pour vous expliquer les ingrédients de l'immersion en réalité virtuelle. À la base, vous avez des objets abstraits, des objets mathématiques. Et vous avez besoin, pour les voir, d'un premier ingrédient qui va être une caméra virtuelle. Cette caméra va vous permettre de voir ces objets selon les règles de la perspective centrale dont je vous ai parlé. Donc, ce que voit la caméra, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et vous notez tout de suite que c'est déjà plus immersif, selon le point de vue de la caméra. Alors, on peut rajouter des couleurs pour que ce soit un petit peu plus évident. Je ne vous montre pas des images de synthèse. Moi, j'essaie de vous montrer la géométrie des images de synthèse. On a bien compris. Ensuite, le deuxième ingrédient dont on va avoir besoin, c'est la stéréoscopie. En fait, on va placer deux caméras. Et ces deux caméras vont chacune nous donner ce que voit l'œil gauche et l'œil droit. Et c'est ça qu'on va pouvoir injecter dans le casque de réalité virtuelle. Et ensuite, la troisième chose, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir la sensation d'être vraiment devant quelque chose qui est en profondeur.
parce que il va y avoir une différence entre vos deux yeux. Et la troisième ingrédient, c'est la capture de mouvement, qui fait qu'on va pouvoir suivre vos déplacements et changer les images au fur et à mesure que vous vous déplacez. Voilà. Et comme ça, vous pouvez passer derrière les objets et vous pouvez éventuellement aller les regarder de près. Si vous utilisez ce genre de système, je vous conseille de voyager. En fait, les gens ne voyagent pas assez. Il faut aller explorer les choses. Et parfois, c'est comme ça qu'on les teste. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté de mouvement, elle n'est pas forcément totale. Elle dépend de certains paramètres. Et par exemple, il y a des installations de réalité virtuelle qui utilisent seulement le mouvement comme ça, de la tête comme ça, si bien qu'on peut seulement voir à 360 degrés, mais ce qui, dans certains cas, est déjà pas mal. Donc, ce type d'installation, il est utilisé par exemple aussi pour les cathédrales. On peut visiter une cathédrale avec le très joli travail qui a été fait il n'y a pas longtemps par Inventive Studio à Strasbourg. Maintenant, si on prend l'immersion au sens large, c'est ça dont vous entendez parler. Vous avez probablement entendu parler des expositions immersives de type l'Atelier des Lumières, où on projette, où on fait l'inverse en fait. Au lieu de vous déplacer dans un monde d'images, on prend les images et on les ramène dans la réalité. Voilà. Et ça peut être dans des endroits dédiés, ça peut être des projections sur les cathédrales, sur des grands bâtiments. Du coup, forcément, ça a une sensation d'immersion puisqu'on est petit par rapport à ces grands bâtiments. Mais alors, du coup, avec ce mouvement de transporter les images dans le monde réel et d'appeler ça de l'immersion, le sens de l'immersion finit par aussi glisser vers des installations qu'on n'appelait pas du tout immersives avant, comme celle-ci que j'ai faite à la Cité des Sciences pour raconter l'évolution d'un village médiéval pendant 4 siècles à l'aide d'une projection sur maquette et d'écran. Et également des travaux encore plus anciens, de mapping vidéo aussi, mais qui jouent un petit peu avec l'effet holographique au niveau de la présence, pour expliquer une cérémonie gauloise. Donc, en fait, c'est comme ça que ce glissement de l'immersion nous ramène à la réalité, en quelque sorte, et qu'on peut la pousser aujourd'hui à ses limites. Et vous avez des expositions comme l'évolution en voie d'illumination, qui consiste à vous permettre de vous promener donc au Muséum d'histoire naturelle, qui vous permet de vous promener dans un monde reconstitué, mais on ne vous a pas déplacé ailleurs, c'est le monde qu'on a reconstitué autour de vous. Alors, le dessin, je vais passer très très vite sur la suite. Comment est-ce qu'on peut obtenir, quelle est la place du dessin là-dedans? C'est-à-dire que plus on ramène l'immersion vers la réalité, en essayant d'être spectaculaire, plus on s'aperçoit que ça a des limites. Et justement, la limite, c'est, maintenant qu'on a des choses à observer, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que le dessin commence à redevenir intéressant, parce que c'est lui qui va vous permettre de vous immerger dans une situation et de commencer à enquêter. Par exemple, j'ai fait toute une série, j'ai passé beaucoup de temps dans une école d'escalade pour croquer les enfants. Et ça prend du temps. Et au fur et à mesure, on finit par apprendre cet espace, on finira par apprendre comment ça s'organise, et on finit par être capable, quand on se dit « Ah, mais tiens, je les dessine tout le temps de dos. Tiens, si je le dessinais de face. » Mais je ne la vois pas de face. Seulement, je peux le retourner dans ma tête. Et donc, je ne suis pas dépendant d'une technologie, en fait. C'est vraiment la phase après. C'est ça que je voulais vous expliquer. De même, ce dessin-là, que j'ai croqué quelqu'un, mais en fait, je l'ai tourné dans ma tête. Ce n'était pas sous cet angle-là que je le voyais. Donc, cette compétence d'observation, on peut dire, cette compétence de réorganisation, de faire des dessins qu'on peut réorganiser, qui ne sont pas assujettis à un point de vue, et qui, du coup, peuvent être réorganisés aussi par chacun dans sa propre tête, je pense qu'elle est essentielle pour la transmission des sciences aujourd'hui, et il n'y a pas de raison qu'elle s'oppose à la technologie. Donc ici, c'est une animation
qui est utilisé dans l'exposition sur les foules qui vient d'ouvrir à la Cité des Sciences le week-end dernier. Et je l'ai faite avec l'aide d'un jeune, d'un ex-polytechnicien que j'avais connu, qui savait comment animer des foules. Bon, c'est un peu technologique, on va dire. Mais il se trouve que si j'ai ce contact, c'est parce que j'ai organisé un cours de dessin dans cette école d'ingénieurs. Et là, vous voyez ce qu'on a fait hier matin dans la salle d'escalade pour apprendre à dessiner des mains, et pas seulement des mains statiques, mais des mains qui font une action, etc. Et je voulais terminer là-dessus, avec peut-être quelques minutes de retard, je suis vraiment désolé, pour vous montrer qu'on retrouve cette notion de grotte, on retrouve, mais sous une forme complètement différente, avec des interactions physiques, des questions de contact, une question d'engagement dans la réalité, dont je pense qu'on peut, enfin, à qui je pense qu'on doit donner de l'importance l'année prochaine, quand tout le monde parlera d'immersion dans tous les sens. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était passionnant. Eh bien, on va passer à la deuxième phase et vous restez avec nous puisqu'on aura les questions tout à l'heure. Oui. D'accord? J'enlève ça. Non, vous le gardez. Ils vont le fermer au niveau de la régie. Eh bien, Christophe, ça va être dur de passer après Renaud, je trouve ça très bien. Moi, j'ai préparé une intervention beaucoup moindre. Et là où j'étais très heureux de ton apport, c'est la corporalité. C'est-à-dire que dans tout ce qu'a fait Renaud, il vous a donné des mouvements, des situations, des retournements, des choses donc sur le corps. Notre premier rapport au monde, c'est nos sensations, c'est notre corps. Donc l'immersion, le point de vue, l'immersion, c'est par rapport à notre représentation personnelle. Donc cette chose-là, elle est essentielle dans l'appréhension du monde et dans la représentation artistique. Ce qui va nous lier les uns les autres, la transmission d'informations, je ne parle pas de science, mais la transmission d'informations premières, c'est essayer de donner un écho de ce que nous avons ressenti, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, à l'autre. Quand on se parle, on essaie de donner des échos qui vont faire un territoire où on se comprend. Et cette chose-là, c'est le point de vue, en fait, qu'on va avoir en tant qu'artiste lorsqu'on va travailler sur une œuvre. Donc, c'était intéressant, tout le passage sur les points de vue différents. Mais le principal point de vue, c'est le point de vue artistique, c'est le message que l'on a apporté. Je pense que dans l'acquisition la transmission des connaissances, c'est parce qu'on a une charge émotionnelle qu'on arrive à transmettre une connaissance, à emmener des gens qui vont faire une rencontre sur des mathématiques, sur des sciences, sur la biologie, qui vont devenir biologistes ou dessinateurs. Quelle est la rencontre? L'acte de transmission d'être humain à être humain qui a provoqué tout d'un coup une forme de révélation, une forme d'engagement. Donc l'engagement artistique, la représentation personnelle du monde. Donc moi, je ne vous montrerai pas d'images animées, je ne vous montrerai pas de technique, rien du tout. Ça se passe là-bas dans le salon. Voilà. Je suis sur une très vieille œuvre, Destin d'Otto Nuckel. Donc c'est un roman graphique des années 1920, donc il y a presque 100 ans. Et Nuckel est quelqu'un d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va passer 5 ans de sa vie à graver sur le plomb la vie et la mort d'une jeune femme dans l'Allemagne des années 20, et il va dénoncer la condition faite aux femmes et l'emprise des hommes, la violence sociale, etc. etc. Et Nuckel est un... Il faut que je remette mes lunettes. Nuckel est quelqu'un qui a fait des études de médecine. Et donc, c'est quelqu'un qui, dans la corporalité de ce qu'il représente, vous donne un mouvement. Et en fait, toute son œuvre, quand on a commencé à travailler dessus avec Valérie Rybakov, qui est un dramaturge, toute son œuvre nous a interrogés parce qu'elle est extrêmement complexe. C'est un symboliste, c'est un expressionniste allemand, mais il y a beaucoup de symboles dans son œuvre. Et donc, toutes les clés de son œuvre sont dans la lecture des corps. Donc, une compréhension de l'image en se mettant soi-même en situation. C'est ce qui fait notre terreau de communication. Et je vois un corps, il a un écho sur la situation de mon corps. Vous voyez quoi?
Je vois une femme fatiguée un peu qui essaye de monter les marches. Super. Pas d'autres infos? Quelqu'un d'autre? Oui. Elle porte sur ses épaules toute la souffrance de sa vie. On parle ici de la douleur. OK. Il reste encore une information. Du sombre vers la lumière. Merci. Quoi d'autre? C'est là où mon travail artistique sert à lire les images dans ce que je fais sur Destin. Elle est enceinte. Donc là, on est sur une image extrêmement simple avec Nuckel. Et alors les graveurs, ce qui est extraordinaire avec les graveurs, c'est que quand on grave une image, eh bien, on est dans un geste physique. Ah, mon déplacement ne va pas bien se passer. OK. On est dans un geste physique et en fait, le trait de gravure, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que par rapport à un trait dessiné, alors ce qui est intéressant dans le travail de Renaud, qui est un travail sensible, on sent la main, on sent la tension, c'est très joli, c'est très très beau, les retournements, on sent vraiment toutes les articulations. Nuckel, lui, il est sur de la gravure et donc il va tirer son trait, c'est du plomb. S'il le pousse, ça fait des petites boules, donc ça marche pas très bien. Donc lui, c'est quelqu'un qui va tirer le trait et qui va donner tout le mouvement de l'extérieur, et c'est très organique, la fabrication de cette œuvre. Alors, on va remettre ça à 0. Okay. Alors, je vais vous montrer quelques autres images. Donc ça, c'est une image qui nous a posé longtemps question dans l'œuvre de Nuckel. Et grosso modo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs frottements. C'est le bras qui nous a posé beaucoup plus de questions. Ce genre de choses-là, en fait, on est dû passer en mode mise en corps pour comprendre ce qui se passait, quels étaient les implicites dans l'image. C'est-à-dire qu'on a été en résidence en collège pour créer cette œuvre. C'est une œuvre qui a été créée à cœur ouvert dès le départ avec les publics pour lesquels elle est écrite. Et on s'est mis en situation physique pour lire les images et les comprendre. Et donc ce bras, en fait, nous a amené à nous rendre compte que c'était pas forcément une pince, c'était peut-être deux choses: la présence de quelqu'un qui a disparu, qui n'est pas là, un appui qui manque, ou alors un enfant qui n'est pas désiré. Il y a eu vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Et toutes ces choses-là, on les a découvertes uniquement par la mise en situation, sans se poser de questions, à tourner autour. Alors là aussi, on est sur quelque chose de très... Ce qui était intéressant dans le travail d'écriture, et pourquoi on est parti en collège, frotter avec les élèves le sens de ces vieilles images. Là, en fait, le père est mort et jamais le cercueil dans la maison n'a pu être lu par des jeunes générations. Donc il y a tout un sens qui est perdu dans l'image. On a le malheur de la mère, mais corporellement, la jeune fille dans tout ce malheur, l'héroïne, elle se tient comment ? Pardon ? Face à la mort. Et en face d'elle, qu'est-ce qu'elle a ? En fait, il y a un chandelier tout en haut. Et il y a une diagonale. Donc la construction d'image, on a une masse qui s'appesantit, quelqu'un qui se tient droit, une diagonale, on ne voit pas la mort, et elle est vers la lumière. Ce qui est intéressant dans le travail, c'est le travail de construction, de composition. Ça veut dire que, en fait, la représentation du monde, elle se fait, ou d'une situation, elle se fait avec un point de vue artistique, avec quelque chose à transmettre, avec des valeurs, avec, oui, des valeurs.
L'autre chose intéressante dans le travail de Nuckel, donc il dénonce une société. Donc la mère travaille seule, elle est blanchisseuse et au travers du corps, on voit l'implication physique, on voit la dénonciation de ce travail et de la physicalité des choses. Alors, comme il me reste 3 minutes, on va aller sur une des scènes qui nous a, sur une des images. Alors, je ne vous ferai pas tout ce que j'avais prévu, tant pis. Ça, c'est une image où on s'est vraiment beaucoup étonné sur le rapport aux choses. La jeune fille a perdu sa mère et elle part à la campagne servir comme domestique dans une ferme. Et je veux bien que vous me disiez qu'est-ce qui se passe dedans, dans cette image. Quel est son état d'esprit? Elle est dans ses pensées. Est-ce qu'elle est abattue? Elle est contre quelqu'un? Alors, elle est en opposition? Ah, alors la jeune fille, excusez-moi, l'héroïne, en fait, elle est à droite. Voilà. On peut parler de la petite fille. Elle est dans la tristesse, mais elle est abattue, elle est prisonnière. Elle se tient parce qu'elle va vers une... Elle est déjà dans la position du travail qu'elle va... Elle se tient droite, oui. C'est la posture que vous adoptez. Donc, nous, en fait, dans le travail artistique qu'on mène sur la lecture de Nuckel, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui étaient données par les historiens d'art, juste par la recomposition corporellement des images. C'est qu'on a des historiens d'art qui vont nous dire « elle a commis un infanticide », etc., etc. En fait, il y a énormément d'erreurs dans l'interprétation du récit, parce que la lecture n'a pas été faite corporellement sur les intentions. C'est une jeune femme courageuse qui va de l'avant, qui regarde vers la lumière. Donc notre héroïne est quelqu'un de bien. Alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'en recomposant cette image, vraiment grâce aux collégiens, on s'est rendu compte de plein de choses. En tournant aussi, on met des chaises, on fait la scène du train, on change de point de vue et de cadre, etc. Et on se rend compte eh bien, que la petite fille qui se met le doigt dans le nez, qui va manger sa crotte de nez, etc., sa mère, pas sûr qu'elle en ait pas un peu marre, sa mère. Physiquement, elle regarde par la fenêtre, elle la tient pour la contenir. Et on a aussi un personnage avec sa main comme ça qui mate. Donc il y a plein de choses dans l'œuvre de Nuckel. Donc moi, tout le travail artistique de cet objet, c'est de donner ses sens à lire. Je m'arrêterai là pour la présentation en images parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. On n'a pas le temps d'aller plus loin. Mais ce que je voulais dire, c'est que la dimension symbolique est essentielle à l'être humain. C'est-à-dire que la représentation, c'est une épure. Nous sommes des êtres abstraits, faits de multiples cellules. Si on sentait tous nos cheveux, nos poils, nos viscères, etc., on a plein d'informations qui nous composent. Cependant, on en retient une information abstraite. Vous vous définissez devant un miroir. Peut-être que si certains suivent des thérapies, on va vous dire, voyez-vous droit, debout, je ne sais pas quoi. Quelque chose se passe sur l'organisation du monde et l'organisation de soi-même au travers de cette abstraction. Et c'est ce que donne profondément la 2D. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un en 3D. Et donc la 3D, avec toutes ces promesses de technologie, toutes ces promesses de détails, va nous mettre dans le flou complètement. Parce qu'il y aura trop d'informations. Et parce que moi, les illuminations immersives, je n'ai pas d'émotion. Parce qu'il n'y a pas d'intention artistique forte. Il n'y a pas de parti pris. Il faut un regard, il faut une sensibilité, il faut une habitation. Ce que Renaud fait très bien dans ses dessins, il y a une habitation. Il y a quelqu'un, il y a un goût de quelque chose. Et c'est là que se passent les choses, que ce soit dans la transmission scientifique, dans la transmission d'une idée artistique ou dans l'éducation. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Renaud. Renaud, je vous invite à nous rejoindre là pour ouvrir vos présentations aux questions du public.
de notre audience. Alors, avez-vous des questions? Y a-t-il des questions dans la salle? Tout était clair. Vous êtes immergés là, n'est-ce pas? Il y en a une? Oui, eh bien, on va vous apporter le micro. Moi, j'ai une question à poser à Christophe sur sa conclusion, entre guillemets, sur la 3D qui jetterait un flou dans les intentions. Si vous pouviez en dire davantage sur ça. La technicité, là par exemple, j'ai rencontré, je vais te répondre à côté, mais ça veut dire la même chose. J'ai rencontré pas mal de monde qui délègue par exemple à une intelligence artificielle la réception de signaux multiples pour détecter une condition, une posture ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'on va pas, on va arrêter d'habiter les choses avec ce que l'on est, avec notre vécu, avec nos poésies. Donc on va décorporer en fait nos outils d'éducation, nos outils de savoir, nos outils de transmission. On va les déléguer à des processus fort bien faits. Je pense que les algorithmes ont des qualités artistiques. Il y a une élégance dans le code, etc. Mais on va s'en éloigner. Le monde de la 3D, le monde de la technologie technique qui nous est proposé est un monde où les choses sont lissées pour nous et où les standards viennent. Et toutes ces informations, elles sont... Quand on prend une simulation en VR, plus ça va, plus les gens ils vont vers beaucoup de détails, etc. Mais où est l'épure? Où est-ce que l'on veut signifier, se montrer Renaud, c'est-à-dire la représentation du monde, ou alors la représentation d'un point de vue, d'une idée? On va être vraiment dans des choses où il faut voir les choses. Par exemple, vous prenez le rapport à l'ombre et à la lumière. Notre corps, on allume la télé, il n'y a plus de zone de noir. Moi, je suis d'une génération où l'obscurité sur le visage, les ombres, ça fait partie d'une esthétique et ça peut porter des émotions. C'est quelque chose qui nous accompagne, nous, en tant qu'êtres humains. Mais actuellement, tout ce qu'on a depuis 10 ans à la télé, ce sont des plateaux où vous voyez le moindre bouton. Donc, il faut voir les choses. Alors que la dimension symbolique, poétique de l'être humain, même spirituelle, se fait par l'obscurité aussi. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce qu'il y a une question? Parce que moi, j'en ai une pour Renaud. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, moi, ça concerne votre animation des peintures rupestres. Comme ça, quand je vois les peintures rupestres, j'imagine pas que je puisse en faire quelque chose qui est en mouvement. Pourtant, c'est vrai, vous avez raison, maintenant que vous l'avez montré, on sent le mouvement dans ce dessin-là. Alors moi, ma question est plus technique. Comment vous avez fait pour exprimer ce mouvement que l'on sent dans, je veux dire, parce qu'on a une situation de mouvement et vous les avez amenés à être mobiles. Et est-ce que ça veut dire que vous avez dessiné, à partir de ce qui était dessiné toutes les autres positions et superposé en animation? Alors, est-ce que c'est possible de revenir à ma présentation? Parce que j'avais un peu anticipé cette question. Ce n'était pas prévu. Hein. Un peu technique. Voilà. C'est juste parce que ça va être beaucoup plus simple. Ah, par contre. Il vous manque le pointeur? Ouais. Voilà, normalement. Donc, ça, c'est pour vous expliquer juste la méthode. Ça consiste à prendre la texture d'un dessin et à la transformer. C'est-à-dire qu'on ne redessine pas, mais on prend, on ne peut pas dire l'image originale, c'est une image numérique, mais on prend l'image numérisée et on la déforme comme si c'était une sorte de pâte à tarte et ça la met en mouvement. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le warping. Et le morphing, c'est quand, au cours de cette transformation, on substitue une texture à une autre. Alors, j'ai vraiment... En fait, c'est parce que je pense qu'il me manque une souris. C'est pour ça. Que sur le clavier. Ah, c'était ça, tout à l'heure. Bah, ceci dit, si ça avait marché, j'aurais dépassé le temps. Donc, ça faisait les coupes. Donc, vous voyez le résultat de la transformation entre ces deux images. Vous le voyez là. Et ce que vous voyez en couleur, c'est les contraintes de transformation. Mais par contre,
il faut savoir comment transformer l'image. Et c'est là que c'est une grosse différence avec la 3D, c'est qu'on n'a pas un modèle 3D avec des articulations qu'on peut bouger dans tous les sens. Mais, et du coup, en fait, oui, j'ai fait des esquisses d'animation qui m'ont servi à savoir comment commander la transformation. Mais vous ne D'accord. les voyez pas à l'écran. Et quand vous parlez de transformation, c'est pour le public, ce sont des opérations mathématiques. Oui, des transformations mathématiques qui sont bien maîtrisées, que vous connaissez leur effet. Alors oui, il faut connaître leur effet. Et c'est là que c'est la double dimension artistique et technique est très importante. En fait, il faut savoir comment fonctionnent ces algorithmes pour pouvoir s'en servir, et qui plus est pour pouvoir les brancher avec les techniques traditionnelles. Et moi, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Et alors, j'en profite pour dire que pour faire ça, j'utilise un logiciel assez ancien qui n'est plus développé, qu'on ne peut plus trouver nulle part, parce que c'est le seul qui fonctionne. C'est le seul qui fonctionne avec la qualité dont j'ai besoin. Et à Grenoble, il y a une entreprise qui s'appelle Leftangle qui va bientôt sortir un logiciel, un logiciel équivalent, moderne, qui s'appelle Autograph. Et voilà, je voulais en profiter pour citer ça parce que c'est très important pour la suite. Beaucoup. Après, pour info, ça peut se fabriquer assez facilement par les logiciels de programmation graphique. Moi, sur Destin, je suis moins élaboré que toi parce que je suis sur de la triangulation, donc je vais chercher des points pour étirer les images. Je n'ai pas des contraintes par couleur, mais c'est quelque chose qui peut, à mon avis, se fabriquer en moins d'1 an, être non propriétaire et évoluable. Donc, on peut peut-être discuter après si tu as envie de te lancer dans ce genre de choses-là, parce que l'important aussi, c'est tu es dépendant d'un outil. Là, tu nous parles d'un outil, tu attends qu'il y en ait un autre qui sorte pour faire le monde tel que tu as envie, ou avoir une activité artistique telle que tu en as envie, faire naître les choses telles que tu en as envie. Et c'est vraiment le problème du fond et de la forme, c'est-à-dire que les logiciels imposent une façon de voir le monde, imposent des outils pour fabriquer le monde qui ne sont pas forcément ceux dont on a envie. Alors, je suis complètement d'accord. Il y a donc simplement ce qu'on appelle le compositing, c'est un cas très particulier. Je ne sais pas si c'est intéressant de rentrer dans une discussion aussi technique ici. Alors, mais, je vais vous dire, là, il nous faut clore notre Midi-Minatech, tout simplement. Mais c'est très intéressant. C'est pas pour vous dire que c'est pas intéressant. Mais alors, juste pour te répondre, oui, volontiers pour cette discussion. Voilà, super. Il y a certainement des choses à faire. On peut peut-être pas faire tout, mais il y a certainement. Alors, on va prendre une dernière question. Bonjour, oui, moi j'ai une question sur la promesse de l'immersion n'est-elle pas aussi de nous transporter dans des univers où justement on n'aurait pas cette corporéité telle qu'on la connaît obligée. On est tributaire de la gravité, on est tributaire de voir avec les 2 yeux devant et pas voir derrière. Est-ce qu'il n'y a pas matière justement à travailler sur des outils d'immersion et des situations d'immersion pour nous déplacer par rapport à ce que, par ailleurs, on peut vivre en étant dans une forme de continuité avec notre expérience corporelle? Alors, je pense que oui, mais on en profitera d'autant mieux que… Alors, disons qu'il y a des cas différents. Je pense qu'on profitera d'autant mieux de ce type d'application qu'on gardera aussi la pratique du monde physique. Et après, on peut toujours dire, oui, mais il y a des gens qui, justement, pour des tas de raisons, profiteront mieux de ce type d'environnement parce qu'ils n'arrivent pas à tirer parti du monde physique. Et oui, mais dans ce cas-là, ceux qui vont les accompagner, je pense par exemple à des psychomotriciens ou dans ces cas-là, justement, ça va être des gens qui maîtrisent les deux. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Ça peut avoir des applications très, très intéressantes, mais ça ne marchera de façon positive que si on arrive à travailler sur les deux tableaux. En fait, il y a une dimension morale et philosophique sur quel monde on veut. Moi, personnellement, j'aime pas Elon Musk. Donc, quand il me dit demain, il y aura des gens qui choisiront d'avoir une activité musculaire ou pas, ça me pose de réels problèmes sur notre identité humaine. Donc, on est à un carrefour de choix. On peut tout faire avec la technologie, mais on nous impose aussi des formes. On essaie de nous imposer actuellement dans la création numérique le VR. Voilà, la réalité virtuelle, ça m'intéresse pas, moi, d'avoir un casque de voir des gens avec un casque dessus. Je trouve ça
intéressant pour des écritures, par exemple, la reconstruction mentale, pour certains, c'est utilisé dans le soin, c'est-à-dire quand on a un membre amputé, ou la VR permet de se faire refaire une image de soi-même, et ça marche, c'est quelque chose qui est prouvé. Mais imposer une seule manière de faire le monde, et là, tous les moyens du ministère sur le numérique sont dessus, sur les mondes virtuels, etc. Non, on est des êtres humains, donc quel est le monde dont on veut? Personnellement, c'est un monde physique, avec une augmentation des partis pris, mais ça ne peut pas être une systématisation, et c'est certainement pas le monde de demain. Enfin, en tout cas, celui-là, j'en veux pas. Oui, on a beaucoup à se dire là-dessus. On voit que c'est un sujet qui nous touche énormément et sur lequel on a énormément de questions encore. J'ai le sentiment que vous avez encore quelque chose à dire, Renaud. Oui, non, mais c'est vrai que pour rebondir là-dessus, de toute façon, depuis 20 ans, il y a un gros déséquilibre sur les investissements et bon, pour dire les choses clairement, on a trop privilégié la 3D. Mais ça avait besoin d'investissement. Simplement, il y a des choses complémentaires à la 3D sans lesquelles la 3D ne fonctionne pas. Donc c'est dommage. Voilà, on l'a très bien message. Compris avec ce que vous avez présenté tous les deux. Sincèrement, moi, ça m'a vraiment éclairé. Je donne mon impression. Hein, j'ai toujours l'habitude de donner mon impression. Y compris quand il s'agit de comprendre la 3D. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, je vous invite à remercier à nouveau Renaud Chabrier et Christophe Guillermet. Merci beaucoup pour vos deux interventions très complémentaires et très éclairantes. Et donc, je vous donne rendez-vous au 18 novembre pour en savoir plus sur la situation pour ceux qui énergétique. sont dans la salle, à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, je suis au charbon. Donc, je vous présente des extraits de l'œuvre en cours du spectacle participatif. Donc, vous êtes les bienvenus en bas, tout au bout du salon en Titane 2, donc Destin. Très bien. Voilà. Merci beaucoup de l'avoir appelé. Je suis trop emballée. Et du coup, mais oui, vous pouvez aller discuter avec Christophe devant sa réalisation, son œuvre. Et donc, je vous donne rendez-vous au 18 et puis vous sortez, je crois, par derrière, par la couronne.